Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 15 personnes, dont une majorité d'enfants, ont perdu la vie jeudi lors d'un incendie qui s'est déclaré dans l'orphelinat de l'église de la compréhension de la Bible à Fermat. L'origine du sinistre serait accidentelle selon les premiers éléments d'information. Les manifestants casseurs ont perturbé la marche contre l'insécurité lancée par l'organisation Collectif 4 décembre. Ils ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules. Plus de 4,1 millions d'Haïtiens sont menacés par la crise alimentaire et humanitaire, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. 15 morts et des dégâts matériels considérables, tel est le premier bilan d'un incendie qui s'est déclaré dans la soirée d'hier, jeudi 13 février, dans l'orphelinat de l'église de la compréhension de la Bible à Fermat. Parmi les victimes figurent 2 personnes à besoins spéciaux, un homme et une femme. Les 13 autres sont décédés des suites de leur brûlure à l'hôpital de Fermat. L'origine de cet incendie serait accidentelle selon les informations recueillies sur place. Suivez les explications d'Antoine Raymond de Jean, juge de paix chargé de faire le constat. Ça c'est pour mes cadavres. Ça c'est l'autre cadavre que je découvre. C'est 2 ça va me découvrir. Bon, ça c'est calciné. Bon, je ne vais pas mourir parce que c'est un médecin. Ça va vous sauver? Bon, nous ne pouvons pas dire que ça c'est un l'hôpital. Il était mal? Oui, comment on dit ça? Dans la chambre, petit monsieur, ça allait avoir le sol dehors là. Il y a du fer qui t'a préparé, on a abonné du fer, nous demandons. Si on commence par du fer, nous devons nous échapper. Donc à la base du fait, ça, c'est qui ça? On baleine ou on choc, ça passe? Ça n'a pas comment faire. Mais depuis hier, nous mettons del quoi va marcher une vêtements qu'on va pour charger. Il y a del pas de pour charger puis del quoi. Le débat problème, mais nous avons terminé. On a dit que pour nous donner un brin, il veut avoir un problème del quoi, et puis acheter baleine. Mais monsieur Dieu de coller baleine à terre et son bas, regardez, on va tomber puis il fait pas. La marche contre l'insécurité, lancée par l'organisation Collectif 4 décembre, s'est transformée en une manifestation violente. Des manifestants casseurs ont repris du service, ils ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules, puis ils ont érigé des barricades de pneus enflammés et déversé des détritus sur la chaussée, paralysant ainsi la circulation. Ce mouvement, qui n'a pourtant pas fait recette, a toutefois perturbé les activités au niveau de Nazon et de Lalu. Les unités spécialisées de la PNH ont dispersé ce petit groupe à coups de gaz lacrymogène à quelques mètres du Champ de Mars. Ce qui n'a pas empêché Jean-Robert Argan, représentant du collectif et initiateur du mouvement, de soumettre au ministère de la Justice un document exigeant des autorités étatiques qu'elles prennent leurs responsabilités face à l'insécurité qui sévit dans le pays. Revêtus de maillots sur lesquels on pouvait lire le slogan « Non à la violence », pancarte en main, les membres de plusieurs organisations sociopolitiques avaient répondu à l'appel à marcher dans la capitale lancé par le collectif du 4 décembre pour protester contre l'insécurité. Au rythme de la musique, l'ambiance musicale étant assurée par un véhicule de sonorisation, le cortège s'est ébranlé aux environs de 11h30. Partis du carrefour de l'aéroport, les manifestants étaient suivis de patrouilles de police, d'un véhicule ambulance et des pompiers. Cette marche présentée au départ comme un mouvement pacifique par Jean-Robert Argan du collectif du 4 décembre s'est totalement transformée en parvenant à Nazon. Les pneus enflammés, les barricades constituées de détritus se sont mêlés de la partie.
policier, ou concerné, ou même si marchand, ou concerné, ou même chauffeur de moto, ou concerné, ou même chauffeur de taxi, ou concerné. Étudiants, tout le monde concerné, je suis avec ou pas moi, nous voulons faire une sécurité ça, institutionnalisé, c'est l'État même qui a fait les autres là. Arrivés sur la rue, les scènes enregistrées n'avaient plus rien de pacifique. Les pare-brises de plusieurs véhicules ont volé en éclats. Les écoliers, leurs parents, les petits commerçants pris dans leurs activités quotidiennes par les militants déchaînés n'ont eu d'autre choix que de chercher un abri pour se réfugier. Tout cela s'est déroulé sous le regard des forces de l'ordre qui sont restées très longuement passives. Elles ne se sont réveillées qu'à proximité du Champ de Mars où les unités spécialisées ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène lorsque les protestataires ont tenté de s'écarter du parcours annoncé par les organisateurs. Au final, cette marche contre l'insécurité a atteint sa destination. Les locaux du ministère de la Justice, où un document a été remis aux autorités, explique Jean-Robert Arcan. Si certains s'attendaient à ce que cette manifestation rassemble des milliers de citoyens, vu son objectif louable, c'est loin d'être le cas. Par ailleurs, il apparaît que ce mouvement a clairement fait l'objet d'une récupération par des individus violents qui n'ont pas craint de commettre des actes de violence tout en portant un maillot prônant la paix, tout un symbole. Le gouvernement haïtien inscrit le secteur de l'électricité parmi les domaines de défense nationale et de sécurité publique. Dans un arrêté en date du 12 février, le président Jovenel Moïse a modifié l'arrêté sur la passation des marchés publics pour la défense nationale et la sécurité publique. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Rénal Lubéris, soutient que la modification permettra de réduire le temps nécessaire pour la finalisation d'un projet. Il confirme que les dossiers de défense nationale et de sécurité publique seront soumis à la Commission nationale sur la passation des marchés publics, CNMP, et à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il insiste sur la nécessité pour le chef de l'État de répondre de manière célère aux attentes de la population. Aujourd'hui, un dossier peut traîner de 6 mois à 1 an dans les divers bureaux de la bureaucratie. M. Lubéris explique également que l'arrêté permettra d'utiliser diverses procédures prévues dans le cadre de la passation des marchés publics. De son côté, la spécialiste en passation de marchés publics, Mme Claudie Massan, a fait valoir que l'arrêté permet à l'État de réaliser un appel d'offres restreint. Cette procédure fait gagner du temps parce qu'elle n'implique que 3 compagnies. Le ministère de l'Environnement, de concert avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a présenté ce vendredi la politique nationale de lutte contre le changement climatique, PNCC. Un outil fixant les grands axes de l'État et servant de guide aux acteurs et secteurs qui veulent prendre part à cette lutte. Ce document a été élaboré dans le but d'apporter des réponses efficaces à la dimension du problème environnemental qui affecte plusieurs secteurs de la vie nationale. Le ministre de l'Environnement, Joseph Joute, exhorte la société civile à apporter sa contribution à cette lutte. À cause de ses caractéristiques géomorphologiques et sa position dans le bassin caribéen, notre pays Haïti est très exposé aux risques hydroclimatiques. Le pays a connu au cours de la dernière décennie de longues périodes de sécheresse. Le secteur agricole qui constitue le moteur de l'économie nationale, qui occupe plus de la moitié de la population, est fortement affecté par les impacts des événements climatiques extrêmes. Le dérèglement climatique compromet tout effort de développement économique, menace la stabilité sociale et réduit les capacités d'adaptation du pays. Pour léguer à nos enfants une Haïti sobre en carbone et résiliente au choc climatique,
le président Jovenel Moïse, ainsi que le gouvernement auquel j'appartiens, se donnent pour obligation de répondre efficacement aux défis posés par les changements climatiques. Dans cette perspective, en 2016, le pays a élaboré sa politique nationale de lutte contre les changements climatiques, PNCC, qui s'aligne avec les objectifs du plan stratégique de développement d'Haïti, le PSDH. La PNCC a été validée en 2017 dans le cadre d'un processus largement inclusif et participatif fondé sur la science et les connaissances traditionnelles. Après la publication de la politique nationale de lutte contre les changements climatiques PNCC, Haïti est en train de conduire une évaluation des besoins en technologie, de développer le plan national d'adaptation PNA et de finaliser le programme pays pour l'accès aux fonds verts pour le climat. Tout cela doit permettre à l'État haïtien de mettre en place le cadre nécessaire pour renforcer la résilience du pays au choc climatique et de développer des secteurs de l'économie à partir des technologies sobres en carbone. Bien entendu, avec toujours comme pilier la société civile haïtienne. Dans le cadre de la mission spéciale en Haïti du directeur des urgences et de résilience de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, M. Dominique Burgeon, la représentation de la FAO en Haïti a accordé une interview à Radio-Télémétropole sur les initiatives prises par l'organisation afin de faire face à la crise alimentaire et humanitaire qui menace 4,10 millions d'Haïtiens dans les prochains mois. Effectivement, d'après les dernières analyses qui ont été effectuées, parmi plusieurs acteurs inclus la Coordination nationale à la sécurité alimentaire, on a trouvé qu'il y a, à partir du mois de mars, il y aura 4,1 millions de personnes en Haïti en situation d'insécurité alimentaire sévère aiguë. Donc, face à cette crise alimentaire, la FAO a préparé un programme de réponse pour venir supporter les efforts du gouvernement pour assister les populations les plus vulnérables qui en souffrent de cette crise. Donc, parmi les interventions que la FAO propose, il y a des interventions sur le court terme dans les prochains 6 mois, et ensuite il y a d'autres interventions qui vont venir après. Donc pour les premières interventions, ce qui auront lieu dans les premiers 6 mois, ce qu'on propose, c'est d'assister les populations rurales, donc les agriculteurs qui ont été affectés par la crise, avec des intrants agricoles, notamment des semences, des outils agricoles, pour qu'ils puissent relancer leur activité agricole. Il faut noter que la plupart des personnes qui habitent en zone rurale dépendent de l'agriculture comme principal moyen d'assistance. Donc ces personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, ils n'ont plus de semences ou bien des outils agricoles, parce que si jamais ils en avaient, ils sont déjà vendus pour pouvoir acheter la nourriture. Donc la FAO propose de venir en aide de ces agriculteurs avec des intrants agricoles, des semences, des outils, mais aussi avec d'autres interventions, comme par exemple la promotion de la production de semences, la diversification des moyens d'assistance agricole, par exemple le maraîchage, le petit élevage, en appui à l'aquaculture, etc. Donc il s'agit d'abord de permettre de préparer la campagne agricole principale, la période de semis qui commence à partir du mois de mars-avril, et par la suite continuer à accompagner ces populations avec d'autres activités pour leur permettre de générer des ressources. Avec ces ressources, les familles pourront couvrir d'autres besoins, par exemple les besoins en termes d'éducation des enfants, la santé, ou bien d'autres besoins du ménage. Ça, c'est pour les prochains 6 mois. Vous avez parlé d'un plan avec
court et à moyen terme. Le moyen terme, c'est quoi? Voilà. Donc sur le moyen terme, ce que nous proposons, c'est de renforcer la résilience des communautés et aussi des institutions qui encadrent les communautés. Donc vous savez très bien que Haïti, c'est un pays qui est exposé à différents chocs naturels, désastres naturels. Il y a eu la sécheresse l'année passée avec le phénomène de El Niño, mais il y a aussi des ouragans, des cyclones qui frappent le pays. Et le pays est exposé aussi au tremblement de terre, etc. Il y a d'autres chocs, il y a les chocs économiques. Vous savez aussi qu'il y a une forte augmentation des prix des denrées alimentaires et en même temps une dévaluation aussi forte de la monnaie nationale, les bourses. Donc ça vient augmenter davantage l'impact sur les familles et les ménages vulnérables. Donc ce qu'on propose, c'est de renforcer la résilience des communautés qui sont exposées à ce type de choc et aussi renforcer les capacités des institutions qui les encadrent. Et donc là, il s'agit de faire des formations, formations dans lesquelles on peut apprendre les agriculteurs et les groupements de femmes avec de nouvelles techniques pour faire la transformation des produits agricoles, les aider aussi à commercialiser les produits, ou bien introduire de nouvelles techniques qui sont plus adaptées face au changement climatique, non, les phénomènes de sécheresse ou bien des inondations. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous, mais d'abord, ce soir, excellente fête de la Saint-Valentin à toutes les amoureuses et à tous les amoureux. Et surtout, attention, pas trop d'abus de chocolat. À la prochaine, même heure, même chaîne.